Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Clem et aujourd'hui je vais tâcher de vous apporter toutes les clés pour maîtriser parfaitement une arme d'épaule. Faudra bien évidemment pas prendre en compte tous mes conseils pour tout ce qui est maniement du fusil à pompe ou du fusil de précision. Ici je m'adresse à ceux qui souhaitent manier à la perfection le fusil d'assaut. Même si j'aime pas trop ce terme, au moins ça parle à tout le monde. Je vais travailler pour cette vidéo avec une plateforme AR15 classique, avec une optique et une sangle, afin de vous apporter en détail toutes les actions à effectuer pour maîtriser parfaitement cet outil en partant de zéro. Mais avant ça, petit placement de produit. Si tu me suis sur les réseaux tu le sais, mais NaturaBuy est un site internet sur lequel tu vas pouvoir retrouver une sélection d'articles hyper large dans tout l'univers de la catégorie B. Armes de poing, armes longues, pièces détachées, munitions, c'est tout simplement la plus grande place de marché française dans le domaine du tir. Il y a plus de 700 000 produits neufs ou d'occasion vendus par des particuliers ou des armuriers. Croyez-moi, il y a de nombreuses bonnes affaires à aller chercher là-bas. Et rassurez-vous, c'est hyper encadré puisque NaturaBuy possède le statut de courtier d'armes. Lorsque tu vas sur le site de NaturaBuy, tu peux naviguer par le biais de la barre de recherche ou par l'arbre des catégories juste à gauche. Je te conseille d'utiliser les deux puisque l'arbre des catégories va peut-être te permettre de trouver des articles auxquels tu n'aurais pas pensé. Une fois ta recherche faite, tu as la possibilité d'affiner ta demande avec les critères sur le côté. Mode de livraison, neuf, occasion, en stock. Tu peux remarquer aussi sur certains articles la vignette 3 ou 4 fois sans frais, qui signifie que tu peux payer en 3 ou 4 fois sans frais naturellement. Aussi, point important, durant 30 jours, tous les articles sont couverts par NaturaBuy, donc au moins pas de mauvaise surprise. Dernier point, sur NaturaBuy, 2 personnes peuvent t'accompagner dans ton choix par rapport à ta pratique et ton niveau, afin de t'aiguiller sur le site pour que tu sois 100% satisfait de ton achat. De la même manière qu'un vendeur pourra le faire en magasin, ici ils le font par téléphone et c'est gratuit. Si tu souhaites jeter un œil sur le site pour un prochain achat, je t'invite à passer par le lien qui est en première ligne de la description. Merci à NaturaBuy de me soutenir dans mon travail et bonne vidéo. Dans cette vidéo on part de zéro, donc on va tout détailler. Ça va être un petit peu bizarre pour certains, mais je risque de vous parler comme à des demeurés. Bref, une arme d'épaule type fusil ou carabine est généralement chargée à l'aide d'un chargeur comme cela. Et il sert à quoi le chargeur? Eh bien il sert à mettre des munitions dedans. Je vous l'ai dit, c'est niveau 0. Non, plus sérieusement, les cartouches qui se situent à l'intérieur remontent une à une dans l'arme pour procéder naturellement au tir. Il y a simplement un ressort à l'intérieur qui pousse les munitions vers le haut. Les armes d'épaule qu'on voit en général ont un emplacement pour accueillir le chargeur situé soit sur l'arrière de l'arme pour les plateformes bullpup, comme le FAMAS par exemple, ou soit vers l'avant pour les plateformes dites classiques comme la R15. La différence entre les deux, c'est simplement le placement du système de culasse et le placement du chargeur dans l'arme. D'ailleurs, la plateforme bullpup, elle a pas forcément une super réputation aujourd'hui. Mais si je dois relever ses avantages, je dirais que la longueur de l'arme est généralement plus petite qu'une plateforme classique, puisque le canon est placé plus en retrait. Aussi, en théorie, le déplacement du centre de gravité vers la crosse devrait diminuer le relèvement de l'arme à chaque tir. Mais on va vite voir que c'est pas totalement vrai aujourd'hui avec la technique que je vais vous montrer. Par contre, ce qui est vrai, c'est la libération de l'étui et des gaz qui se fait très proche du visage à chaque tir. Et ça peut être dérangeant quand t'es gaucher. Donc le bullpup c'était sympa fut un temps, mais aujourd'hui ça a pas de réels avantages. Et puis personnellement, je suis pas un très grand fan de cette plateforme. Bref, pour alimenter votre arme, il vous suffit donc de prendre votre chargeur et de l'enclencher dans le puits de chargeur jusqu'à entendre un clic de verrouillage empêchant de retirer le chargeur. Votre arme est donc alimentée mais non chambrée puisqu'il n'y a pas de cartouche dans la chambre. Pour info, on appelle chambre la chambre de combustion dans laquelle la cartouche est insérée avant d'être percutée pour en propulser le projectile. Donc pour charger votre arme dans son entièreté, il va falloir mettre une cartouche dans la chambre. Vous devez donc utiliser votre levier d'armement qui existe sous différents aspects en fonction du modèle d'arme utilisé. À gauche, à droite, devant, derrière, ça dépend de l'arme, mais le principe reste généralement le même. Ici sur cet AR, le levier est juste là. Pour le manipuler, je vous conseille d'utiliser uniquement le pouce et l'index de votre main réactive, donc la main qui ne tient pas l'arme par sa poignée. Vous allez tirer le levier en arrière, puis le lâcher brusquement. Ne le raccompagnez pas, c'est le meilleur moyen de provoquer un défaut d'alimentation que l'on verra en fin de vidéo. Votre arme est donc alimentée et chambrée, puisqu'une cartouche se trouve dans la chambre. Donc maintenant, si j'appuie sur la queue de détente, le coup part. On va donc devoir utiliser ce petit bitonio qu'on appelle la sûreté. La plupart des armes d'épaule en possèdent une proche de l'endroit où se trouve votre main. Ici, c'est un petit levier mobile à 90 degrés, mais il en existe plein de sortes. Je vous invite donc bien évidemment à l'utiliser lorsque votre arme est chambrée pour éviter tout départ de feu accidentel. On n'a pas de holster comme avec une arme de poing, donc le mieux c'est d'utiliser sa sûreté. Pour retirer votre chargeur, vous pouvez trouver un bouton poussoir au niveau de votre index. Il suffit tout simplement d'appuyer dessus pour voir le chargeur tomber de l'arme. Bon, parfois la gravité elle fait pas son boulot, donc vous devrez le faire vous-même. Maintenant, je vais à nouveau tirer mon levier d'armement vers l'arrière, constater visuellement l'éjection de la cartouche qui était dans ma chambre initialement et relâcher mon levier. Là, on a donc la base. Bien évidemment, pour la suite de cette vidéo, on considère que les règles de sécurité sont connues pour tous et que l'arme utilisée est réglée à une distance de 25 mètres en point visé, point touché. Je me permets de passer toute l'étape sur le zérotage de votre arme puisqu'il existe des tonnes de vidéos qui en parlent sur internet. Et puis aujourd'hui, on va considérer qu'elle est zérotée à la perfection. Et pour information, le zérotage c'est simplement les différents réglages qui vont vous permettre d'être ajusté au plus proche de votre point visé lors de chaque tir. Avant d'attaquer le vif du sujet,
léger, on va quand même procéder à quelques ajustements pour être le plus confortable lors de la phase de tir. Tout d'abord, le réglage de la crosse. Afin de déterminer sa longueur parfaite, je vais venir placer ma crosse dans le creux de mon bras et vérifier mon aisance à manipuler ma sûreté ainsi que la qualité de ma prise en main. L'idée est d'être en mesure de pouvoir jouer avec la sûreté sans difficulté et manipuler la queue de détente sans tension particulière dans son avant-bras. Parce que oui, la longueur de la crosse a une influence sur l'angle de votre poignet et donc factuellement sur les mouvements de votre doigt. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis ça. Perso, dès qu'on prête un fusil, c'est le premier truc que je fais, ça prend 3 secondes et ça me permet d'être beaucoup plus efficace pendant ma séance. Une fois mon réglage effectué, j'enlève toujours un cran pour être un petit peu plus compact sur mon arme. Chacun son truc là-dessus, moi j'aime bien travailler comme ça. Aussi, vous l'avez vu, j'utilise une sangle sur mon arme. Et bien, petit conseil, je vous invite tout de suite à investir dedans. Et même dans un cadre hors professionnel ou tactique. On en parlera bien évidemment juste après en détail, mais croyez-moi, cet outil change la donne sur la maîtrise de votre arme. Personnellement, j'utilise une sangle 2 pointes chez Ferroconcept, disponible sur tacmat.fr. Je bosse avec ça pour avoir un système de serrage-desserrage rapide et simple d'utilisation. En serrage maximum, je dois simplement m'assurer que mon arme est bien plaquée contre mon corps. Quoi que je fasse, elle ne se trimballe pas dans tous les sens. A contrario, une sangle 1 point, elle va pas permettre de faire ça. Mais elle permettra surtout pas ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Tellement de suspense dans cette vidéo. Pour son placement, de base, je mets ma sangle derrière la poignée pistolet. À gauche, au milieu ou à droite, c'est comme vous préférez. Mais on voit beaucoup de personnes décider de placer leur sangle ici au niveau de la crosse, chose que je vais devoir faire pour cette vidéo puisque j'ai pas d'autres possibilités. Mais personnellement, je suis pas un grand fan puisque chaque mouvement de ton arme va créer des frottements et des perturbations dans ton dos. Évidemment, quand je suis en pull comme là, c'est pas forcément dérangeant, mais si je commence à bosser avec un back panel avec des grenades dedans, ça risque de me péter les couilles. Puis même pour tout ce qui est changement d'épaule ou manipulation de la crosse en over-shoulder ou crosse sous l'aisselle, ça risque de rapidement bloquer. À l'avant par contre, je vais placer l'attache de ma sangle le plus loin possible sur mon arme, juste devant ma main réactive, placement de cette dernière que l'on verra aussi juste après. Ça fait quand même beaucoup de choses qu'on va voir juste après là, mais faites-moi confiance, au moins c'est plus simple à digérer comme ça. Pour ce qui est de mon optique, ici c'est un Romeo 5 de chez Sig Sauer. En vrai, il en existe 15 000 sur le marché, donc faites comme vous voulez, l'idée c'est simplement d'avoir un dégagement oculaire approprié à la pratique du tir que vous faites. En toute honnêteté, la seule chose importante à faire avec son optique, c'est la connaître. Connaître les boutons, les réglages, l'unité de mesure pour l'ajuster parfaitement, savoir la démonter et la remonter facilement, c'est tout con mais ça reste la base. Et pour rappel, c'est clairement l'accessoire indispensable sur un fusil ce truc-là. Changer sa détente, son garde-main ou sa crosse, c'est pas prioritaire, l'important c'est vraiment l'optique. Bref, afin de comprendre les différentes forces à mettre en place pour maîtriser parfaitement votre arme d'épaule, il va falloir observer son comportement lorsqu'aucune contrainte n'est appliquée dessus. Si je place mon arme en direction des cibles et que je la laisse libre de tout mouvement lors d'un tir, on remarque très clairement un mouvement vers l'arrière et vers le haut pour ce qui est du devant de mon arme. On va donc devoir lutter contre le recul et le relèvement de cette dernière. C'est pas hyper étonnant comme conclusion, mais au moins on part sur les mêmes bases. Et donc pour faire ça, parlons de la position du corps et de la prise en main de l'arme. Pour la position de votre corps, on va se concentrer sur 2 trucs, le fait d'atténuer et d'absorber la force du recul généré par le tir. Une position appropriée pour cela doit être une position durable, adaptable et malléable. On doit pouvoir la tenir longtemps, la faire varier en fonction de la situation et surtout du terrain. On est donc ici sur une base légèrement athlétique, agressive, je dirais même avec cette légère pliure du genou. Je m'assure que mes pieds sont décalés d'une largeur un peu supérieure à celle de mes épaules. Je m'assure que mes pieds, mes hanches et mes épaules soient tournés en direction de ma cible. Si je viens ouvrir mon pied vers l'extérieur, forcément ma hanche va suivre et mon épaule aussi. On va donc éviter de générer des tensions entre la partie inférieure et la partie supérieure du corps. Et naturellement, moins il y a de tension sur la position de tir, mieux c'est. Et enfin, je m'assure de charger du poids sur la jambe avant, peu importe laquelle, mais en engageant mon bassin vers l'avant, ramenant donc ma poitrine au-dessus de ma ligne de ceinturon. Je ne me penche pas en cassant mon dos, simplement j'engage légèrement mes hanches vers l'avant, ce qui induit cette position agressive que l'on cherche à avoir. Pensez aussi à venir ancrer vos orteils dans le sol afin de ne pas les voir se lever lors d'un tir rapide. Sur un sol parfaitement plat, c'est pas hyper simple, mais ça reste important de le faire. Bien évidemment, là on est sur une position de tir parfaite qui va se dégrader très vite entre le tir en déplacement, le tir en véhicule, le tir derrière barricade. De toute manière, tant qu'on respecte certains principes comme la visée ou l'action du doigt sur la queue de détente, le tir va rentrer dans la cible. Maintenant, pour une position et une prise en main parfaite, on va devoir établir le nombre de points de contact qu'on a avec notre arme. 1. La main dominante. 2. La main réactive. 3. La crosse qui vient se placer entre le pectoral et l'épaule. Et enfin 4. Notre joue, et il faut pas l'oublier. Ça fait donc 4 points de contact, et ces 4 points, ils sont hyper importants chacun. Commençons par la crosse. Comme je l'ai dit plus tôt, elle joue un rôle déterminant dans la maîtrise de votre arme. C'est elle qui va venir gérer le recul créé par le tir. Pour bien comprendre, dans toute cette partie-là, il y a un système qui est justement fait pour ça. À l'arme de poing, malheureusement, ça n'existe pas, c'est donc nos bras qui vont faire cette action. J'en parle dans une autre vidéo si jamais ça t'intéresse. Pour son placement, on va venir mettre la crosse entre le deltoïde et le grand pectoral sans que cette dernière dépasse le haut de mon épaule.
Il est important de bien venir placer l'entièreté de cette plaque de crosse dans cette partie et non juste le bout comme on peut le voir parfois. Il y a une énorme différence entre ces deux positions en termes de gestion du recul. Lors de la phase de présentation, je vais aussi chercher à aligner mes coudes avec mon arme. En abaissant mes coudes vers le bas, on constate que mon épaule vient s'enrouler naturellement autour de ma crosse. Je viens donc en opposition de ma crosse en quelque sorte. Ça vient la piéger pour éviter toutes les oscillations qu'elle pourrait avoir lors du tir. Afin de déterminer le meilleur emplacement de la crosse ou celui qui nous correspond le mieux, on va venir placer notre arme devant soi et venir la lever sans devoir orienter sa tête sur la gauche ou sur la droite pour trouver sa visée. On essaye donc de lutter contre une réponse humaine naturelle qui consiste à aller chercher sa visée, mais plutôt à aller conduire notre visée directement vers notre œil. C'est pas simple, mais ce truc il va falloir s'entraîner à le faire de nombreuses fois pour avoir une présentation de l'arme la plus parfaite possible, d'où l'importance du drill à sec à la maison. Le placement de la joue, lui, il permet d'avoir une référence constante entre votre œil et les appareils de visée. Son placement sera bien évidemment dicté par la hauteur de votre optique. L'idée, c'est simplement d'avoir un solide placement de la joue, sans pour autant se déboîter la mâchoire. Mais ce point de contact, il n'est pas à négliger. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la joue. Passons aux mains maintenant. Pour la poignée pistolet, il faut simplement être en mesure de pouvoir manipuler votre sûreté le plus facilement et s'assurer de pouvoir contrôler votre queue de détente sans aucune difficulté. Ma main droite, elle ne fait rien d'autre que ces deux actions, sûreté et détente. Il n'y a pas de force à exercer vers l'arrière ou sur le côté comme à l'arme de poing. Aussi, très important, dès que je place ma visée, j'enlève la sûreté. Dès que j'abaisse mon arme ou que mes yeux quittent mon optique, je la remets. Le pouce c'est la sûreté et l'index c'est la détente, ou la sûreté aussi si tu as une sûreté ambidextre. D'ailleurs en parlant de la queue de détente, on va prendre quelques minutes pour en parler. Un bon contrôle de la queue de détente de votre arme n'est qu'une manipulation habile consistant à amener cette détente d'un point A à un point B sans perturber votre visée, mais également lui permettre de cycler intégralement sur la phase de tir. Pour réussir à réaliser ça de la meilleure des manières, la première chose va être le placement du doigt. Comme le montre cette marque, vous devez placer votre détente au milieu de la première phalange. Ce placement, il est crucial, même si je suis conscient que je peux tirer avec mon auriculaire, avec mon majeur ou avec n'importe quel doigt, tant que je perturbe pas ma visée, normalement le tir il ira là où je veux. Mais pour un souci de régularité dans ma façon de m'entraîner, je vais essayer de toujours respecter cet emplacement du doigt. L'idée c'est d'avoir à chaque tir la même pression à effectuer sur ma queue de détente. Deuxième chose, il va falloir réussir à isoler votre index en une seule articulation et non deux. En cassant avec deux articulations comme de manière naturelle, on remarque que la marque de mon doigt vient tendre vers mon épaule. Il y aura donc forcément une influence horizontale sur mon arme quand je vais tirer. En tant que droitier, si je fais ça, je vais venir tendre l'avant de mon arme vers la gauche et donc tendre ma visée aussi. Évidemment, ça se voit bien plus au pistolet qu'au fusil, mais ça reste quand même important. Mais en isolant mon index par rapport aux autres doigts et en ne respectant qu'une seule articulation, je crée un levier vers l'arrière. J'ai donc une approche à 90 degrés sur ma queue de détente, ce qui est parfait. Je cherche donc à faire progresser cette détente de la manière la plus rectiligne possible. Troisième point, il faut être constant sur toute la durée de votre tir. Du point de départ au point dur jusqu'au tir, on essaie d'être le plus constant possible et surtout de comprendre quelle force je dois exercer précisément pour passer du point dur à la phase de tir sur votre arme. Parce que pour rappel, c'est quand même vous qui tirez. Soyez donc responsable de votre arme et essayez de comprendre le poids de départ et l'intensité à avoir pour effectuer votre tir. Dernier point, afin de perturber le moins possible votre visée, essayez de venir retrouver votre point dur après chaque tir durant la phase de cyclage de l'arme. C'est pas hyper simple au début, mais il va falloir s'entraîner à réduire la pression exercée sur votre détente pour sentir ce que l'arme demande après le départ du coup. Si vous attendez le cyclage complet avant de relâcher votre détente, eh bien tous les mouvements de votre doigt vont être de potentielles perturbations de votre visée. Mais si ces mouvements sont effectués lors du cyclage, eh bien la perturbation de votre visée est drastiquement réduite. Bon, pour la main droite, on est bon, passons donc à la main la plus importante, la main réactive. Lors de chacun des tirs, on l'a vu au début, l'avant de mon arme va chercher à se lever, on appelle ça le relèvement. On se fait pas bien chier pour les noms dans le tir quand même. Je vais donc chercher à contrer cette action pour limiter les différentes perturbations de ma visée. Parce que oui, si l'avant de mon arme se lève, eh bien ma visée aussi. Pour limiter ça, je vais passer mon pouce au-dessus de mon arme et chercher à contrôler l'entièreté des actions de cette dernière. Que ce soit à gauche, à droite, en haut ou en bas, c'est vraiment cette main qui contrôle tout. Elle va vous permettre de venir reconduire votre arme entre chaque tir et même sur certains exercices de venir diriger votre arme sur les différentes cibles. On l'a vu, mais si je tire sans aucune contrainte, je vois mon arme reculer et se lever naturellement. Mais si grâce à ma main réactive je viens créer un effet de levier pour lutter contre ce relèvement, regardons ce qui se passe. L'arme se dirige maintenant uniquement vers l'arrière et non vers le haut. C'est donc pas hyper important de tirer son arme dans son épaule comme un cinglé avec sa main réactive, puisqu'un simple effet de levier, eh bien ça fonctionne à 100%. Après oui, vous pouvez tirer légèrement votre arme dans votre épaule, mais c'est simplement pour gérer le recul et non plus le relèvement, chose qu'on a vu tout à l'heure. Le secret, c'est de mettre la bonne force au bon moment et au bon endroit. Comme... Et en parlant de force, au niveau de ma main réactive, on retrouve ma sangle.
Si j'en ai parlé au début de cette vidéo, c'est pas pour rien. L'idée, en plaçant ma sangle devant ma main réactive, c'est d'utiliser la tension de la sangle à mon avantage. Lors de la saisie de mon arme, je m'assure d'avoir ma sangle qui passe au-dessus de mon poignet, ce qui l'attend lors de ma prise de visée. Cette tension renforce votre stabilité et aide à la gestion du relèvement de votre arme. Elle permettra une meilleure stabilité sur une grande distance de feu et permettra d'atténuer considérablement la levée du fusil. C'est pas uniquement un outil pour se soulager les bras ou pour faire des transitions, ce truc là. Sincèrement, je vous invite au moins à essayer et vous vous rendrez compte le game changer que c'est. Vraiment, vous allez voir qu'avec une bonne tension au niveau de la sangle, les petits mouvements parasites du haut vers le bas, ils n'existent plus. Et c'est pour ça que je préconise une sangle 2 points et pas une sangle 1 point. Puisqu'avec une sangle 1 point, c'est impossible de faire ça, puisque t'as pas d'attache devant, logique. Donc au vu de l'importance de cette technique, je vous invite grandement à passer sur une sangle 2 points. Vous me remercierez dans quelques temps. Enfin, pas moi, parce que c'est pas moi qui ai inventé la sangle 2 points. C'est qui d'ailleurs? Donc dans l'ordre des choses, quand je m'apprête à tirer, j'ajuste ma sangle, je place ma main réactive, je tends ma sangle en plaçant la crosse de mon arme entre mon épaule et mon pectoral, je charge ma base et j'engage mes hanches vers l'avant, puis je présente mon arme en alignant mes coudes. On va alors chercher à venir contrôler le relèvement de son arme avec sa main réactive, tout en venant tirer légèrement avec cette même main notre arme dans notre épaule. Mais juste ce qu'il faut, pas plus. Pour tester notre position et les forces qu'on exerce, on peut venir effectuer 3 tirs en se concentrant uniquement sur la sensation. Cet exercice va vous permettre d'isoler rapidement ce qui va pas. En faisant ça, je peux clairement comprendre comment se fait l'impulsion du recul de mon fusil plutôt que de me concentrer sur le retour de mon poids rouge en cible. En gros, si je recule un peu, c'est que j'ai sûrement pas assez chargé ma base. Si je sens que mon arme se relève, c'est que je fais pas assez bien cette petite torsion au niveau de ma main, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Peu importe les soucis que vous avez, l'important c'est de les comprendre et d'agir en conséquence. Cet exercice, vous pouvez le faire plusieurs fois, entre 3 et 6 tirs, pour vraiment venir isoler chaque petite modification sur la prise en main ou la position. Ouais, là on est mieux. Passons désormais aux différentes manipulations. Pour les rechargements d'urgence, donc lorsque ma culasse se bloque en arrière, signifiant que du coup je n'ai plus de munitions dans mon chargeur, y a rien de très compliqué. D'ailleurs, avec de l'expérience, on ressent facilement qu'on est en fin de chargeur sans même analyser l'arme. Ah, et pour les professionnels, ce qui différencie une transition d'arme ou un rechargement d'urgence, ça va être la situation. Donc la taille de la cible, la distance par rapport à la cible ou même vos compétences individuelles. Bref, ça c'est uniquement pour les professionnels armés. La technique du rechargement d'urgence est donc très simple. Lors de mon dernier tir, j'enlève rapidement mon doigt de la queue détente pour le placer sur le bouton poussoir de chargeur. En simultané, je peux déjà aller chercher mon second chargeur avec ma main réactive. Qu'il soit dans un porte-chargeur, dans la poche de votre pantalon ou même sur la table devant vous, on s'en bat les steaks, c'est la même chose. Je l'attrape donc de la manière la plus ferme possible pour contrôler au mieux son insertion dans le puits de chargeur. J'éjecte le chargeur vide et insère le nouveau chargeur dans mon arme. Une fois inséré, j'appuie sur le bouton du déverrouillage de la culasse. Je frappe pas avec la paume de ma main, j'appuie simplement avec mon pouce pour ramener la culasse vers l'avant. Et enfin, on vient chercher sa position de tir initiale. Donc placement de ta main réactive, petite torsion et puis t'es bien. Pour les rechargements tactiques ou d'opportunité, c'est relativement la même chose, c'est pas très compliqué. Après avoir engagé quelques coups sur ma cible, je place ma sûreté et j'enlève mon doigt de la détente. Je viens chercher en premier lieu mon chargeur secondaire aussi fermement que possible. Je le place en parallèle de celui actuellement dans l'arme, mais légèrement plus haut. Je retire avec l'aide du bouton poussoir le chargeur à remplacer afin d'insérer le second le plus rapidement possible. Et je conserve mon ancien chargeur dans mon gilet, dans ma poche de délestage ou sur la table devant soi. Au niveau des positions lors des rechargements, il existe plusieurs maisons. La première, c'est de garder son arme épaulée lors de toute la manipulation. La deuxième, c'est de l'amener sous son aisselle avec une légère inclinaison pour un meilleur contrôle de son arme et une surface de travail plus petite. C'est plus simple pour les rechargements puisque forcément tu vois mieux ton puits de chargeur pour insérer ton chargeur, par contre t'abaisses quand même vachement ton regard, donc dans un cadre opérationnel je suis pas hyper fan. Et en troisième position, vous pouvez aussi désépauler au-dessus de votre épaule. C'est ce qu'on appelle le overshoulder. Mais ça c'est hyper énergivore et en termes de contrôle de l'arme, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Par contre en phase de déplacement, je trouve que c'est la meilleure technique puisque ton bras servira de suspension naturelle et atténuera tous les chocs créés quand tu marcheras. En règle générale, je vous conseille quand même de garder votre arme épaulée pendant vos rechargements. Comme ça le canon il reste en direction des cibles et t'as vachement moins de perturbations pendant toute la phase du rechargement. Ça évitera donc de mal replacer ta crosse ou d'avoir un regard un petit peu trop tardif sur ta cible. Au niveau des incidents tir, on en retrouve 3 généralement sur ce genre de plateforme. Défaut d'alimentation, défaut d'éjection et double alimentation. Comme à l'arme de poing, on est sur un système de tap-rack en général, donc je vais pas m'éterniser dessus. Juste pour le tap-rack, c'est quand même plus intéressant d'incliner son arme sur le côté pour favoriser l'éjection de la cartouche et puis tu auras forcément plus de force sur ton levier d'armement comme ça. Le truc chiant par contre, c'est la double alimentation. En très rapide, ça donne ça. Il se passe rien, j'enlève mon chargeur, je rack, je remets un chargeur, je suis prêt. Rien de très compliqué au final. Tu peux aussi prendre le temps de vider ta chambre avec ton doigt si tu vois qu'il n'y a rien qui est tombé. Voilà,
Regardez le doigt. Oh, il y a 2 papas dans ma main. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère avoir été assez clair sur tout ce que j'ai dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, ou même la communauté répondra à vos questions si moi je peux pas le faire. La communauté, on est une communauté. C'est quoi notre petit nom là de communauté? Les Clemzouz? Les Clemos? Les Clemzer? Bref, moi je vous dis à dans 2 semaines, ou peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clem. Tchuss!